Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Pas moins de 130 chefs d'État et de gouvernement sont réunis depuis ce mardi pour la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York. Donald Trump y a prononcé un discours. Évocation dans ce journal. In June, I traveled to Singapore to meet face-to-face. À Paris, la santé est au cœur de la 3e édition des Rencontres Africa. Plus de 800 décideurs africains et français y prennent part. L'emploi, un enjeu majeur pour la présidentielle au Cameroun. Nous suivrons le quotidien d'un jeune vendeur de café. La 73e Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce matin à New York. Pas moins de 130 chefs d'État et de gouvernement y prennent part. Pour sa deuxième participation à ce grand rendez-vous, le président américain Donald Trump a mis en exergue sa philosophie de l'Amérique d'abord. De nombreux autres leaders du monde se sont également succédés à la tribune des Nations unies. Pour plus de précisions, rejoignons tout de suite Raïssa Girondin, notre envoyée spéciale sur place. Bonsoir Raïssa. Bonsoir John, bonsoir à tous. Donc, c'est une journée qui a commencé sous la pluie, tout d'abord, il faut le dire. Mais sans surprise, Donald Trump, ce discours très attendu, il a vivement critiqué l'Iran. Il a dénoncé une dictature qu'il a appelée une dictature corrompue dans le pays. Il a aussi menacé la Syrie si elle utilisait des armes chimiques. Et enfin, il a eu une approche un peu plus de paix avec la Corée du Nord. Mais selon moi, le spotlight de son discours, c'est de la manière dont il a critiqué la Cour pénale internationale. Il a dit qu'elle n'avait aucune légitimité, aucune autorité. Il a réitéré son refus de coopérer avec elle. Extrait de son discours. Les États-Unis ne soutiendront ni ne reconnaîtront la Cour pénale internationale. En ce qui nous concerne, la CPI n'a aucune légitimité ni autorité. La CPI revendique une juridiction quasi universelle sur les citoyens de tous les pays, en violation de tous les principes de justice, d'équité et de procédure régulière. Nous n'abandonnerons jamais la souveraineté de l'Amérique à une entité non élue et irresponsable. L'Amérique est gouvernée par des Américains. Nous rejetons l'idéologie de la mondialisation et acceptons l'idéologie du patriotisme. Voilà, ce sont des déclarations qui pourraient recevoir un écho favorable sur le continent africain, car de nombreux dirigeants remettent également en cause l'impartialité de la CPI. En parlant de l'Afrique, le président rwandais Paul Kagame, qui est également le président de l'Union africaine, a été le premier chef d'État africain à prendre la parole lors du débat général. Il a demandé aux Nations Unies de continuer à résoudre les crises sur le continent, dans des endroits comme la République centrafricaine, le Liban, enfin le Soudan du Sud, parmi d'autres. Mais c'est le discours le plus attendu là qu'on attend en fin de journée, c'est celui du président congolais Joseph Kabila. Il fera donc éventuellement son dernier discours avant de quitter le pouvoir. Et il devrait évoquer le processus électoral dans son pays, la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs et à quelques mois de la tenue des élections qui sont fixées au 23 décembre. Donc c'est vraiment un discours qu'on attend avec impatience, John. Merci Raïssa Girondin, envoyée spéciale de VOA Afrique à New York. On vous retrouve dans nos prochaines éditions. Vous parliez de la RDC, allons-y justement. Regain de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, où une personne a été tuée et 17 autres enlevées lors d'un raid attribué aux ADF, groupe armé d'origine ougandaise. Selon des sources administratives et civiles, 4 maisons ont été incendiées et des animaux d'élevage ont également été emportés par les assaillants. Ces assauts interviennent 2 jours après
Le massacre d'une vingtaine de personnes à Beni, massacre attribué par les autorités au terrorisme des ADF. En République démocratique du Congo, cette mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé, Peter Salaman, directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, a averti aujourd'hui qu'une conjonction optimale de facteurs menace la réponse humanitaire à l'épidémie d'Ebola dans le pays. Selon lui, plus de 80% des personnes menacées d'un risque immédiat d'Ebola n'ont pas pu être atteintes à Beni et dans ses environs lundi à cause de la suspension des activités de l'agence onusienne. Une décision prise suite à la tuerie de samedi à Beni. Donc l'OMS craint également une propagation de l'épidémie d'Ebola en Ouganda voisin. La santé est au cœur des discussions à Paris. L'amélioration de l'accès aux soins, les urgences, la santé ou encore la lutte contre les faux médicaments en Afrique. Autant de questions évoquées lors des rencontres Africa, un forum d'affaires où privés et institutionnels français et africains ont échangé pendant 2 jours. Les détails avec Jean-Daniel Lagan. Plus de 800 décideurs africains et français, ministres, acteurs du secteur de la santé en Afrique, sont réunis depuis ce lundi au Palais des Congrès de Paris à l'occasion de la 3e édition des Rencontres Africa. On ne peut pas avoir une population en Afrique qui va doubler dans les prochaines années sans avoir une politique de santé forte. Donc l'idée qu'on essaye d'animer ici, c'est que le monde économique puisse discuter avec les institutionnels. Pour le ministre ivoirien de la Santé, la coopération des secteurs institutionnels et privés est indispensable pour améliorer l'accès aux soins des populations africaines. Il y a un projet ambitieux de plus de 700 milliards. Il y a donc là des opportunités, évidemment, pour les entreprises. Ce n'est pas le public, ce n'est pas le ministère de la Santé en tant que tel qui va construire toutes ces infrastructures, qui va les équiper. C'est donc bien les entreprises, c'est bien le privé qui doit pouvoir occuper cette place. Engagé dans la lutte contre les faux médicaments en Afrique, le professeur Jean Tillini insiste également sur la participation du secteur privé pour combattre ce fléau. Il faut une mobilisation générale de tous les acteurs de santé, de tous les décideurs politiques, de tous ceux qui ont à intervenir pour tenter de maîtriser ce fléau qui se répand très largement. Indispensable au bien-être des populations africaines, une bonne santé est également un préalable essentiel au développement économique du continent. Toujours en rapport avec la santé et un qui voit ses efforts récompensés, le docteur Evan Attar Attaha, chirurgien sud-soudanais, qui a consacré sa vie à soigner ceux qui fuyaient les violences au Soudan et au Soudan du Sud, est le lauréat du prix Nansen 2018, le prix Nansen du HCR pour les réfugiés, honneur des services exceptionnels rendus aux personnes déplacées par les conflits ou les persécutions. L'action menée par le docteur Attar durant des décennies de guerres civiles et de conflits est un superbe exemple de profonde humanité, a déclaré Filippo Grandi, haut commissaire aux réfugiés. Amnesty International condamne l'arrestation des milliers de personnes en Éthiopie, des interpellations qui, selon l'organisation non gouvernementale, menacent le mouvement d'avancée des droits de l'homme récemment lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Les autorités éthiopiennes avaient admis en début de semaine avoir procédé à des milliers d'arrestations par les auteurs présumés de violences qui ont fait au moins 58 morts à la mi-septembre en périphérie d'Addis Abeba. En Ouganda, l'opposant et député Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, demande au président Yoweri Museveni de faire passer les qualités d'homme d'État avant les ambitions politiques. De retour des États-Unis où il a reçu des soins médicaux, Bobi Wine a appelé le chef de l'État ougandais à réfléchir à la vie après la présidence. Les détails avec Halima Atoumadi, le récit est d'Arzuma Compaoré. Dans sa première conférence de presse depuis son retour des États-Unis, le député ougandais Robert Kyagulanyi a adressé plusieurs messages au président Yoweri Museveni. Il a notamment accusé le dirigeant ougandais d'être devenu un tyran, ayant transformé en exilé les Ougandais ayant une opinion contraire à la sienne. Vous avez été toujours une inspiration pour la nation. Il n'est pas trop tard pour ce qui est juste, Monsieur le Président. Il n'est pas trop tard pour écouter nos pleurs.
pour recouvrer et préserver votre héritage, Monsieur le Président. Pour l'analyste politique Andrew Karamadji, c'est un message de réconciliation que Kyagulanyi a adressé à Museveni. Je pense qu'il devrait faire preuve d'introspection et se souvenir du passé, de la contribution qu'il a apportée. Il doit préserver son héritage et non le détruire comme il le fait en ce moment. Se souvenir et travailler à sécuriser cet héritage de sorte que nous ayons la première transition pacifique dans notre pays. Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, et 32 autres personnes ont été accusées de trahison pour avoir jeté des pierres sur le convoi du président Museveni dans la ville d'Arua. Ils risquent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables. Gagner sa vie en vendant du café instantané dans les rues de Douala au Cameroun. C'est le travail de Suleiman Zankou. Âgé de 31 ans, Zankou vient de Fumban, une ville de l'ouest du pays. Et comme tout citoyen, il a des attentes quant à ce qui est des élections du 7 octobre prochain dans son pays. Mais à quoi peut bien ressembler le quotidien de ce jeune Camerounais? Élément de réponse avec Blanche Sanou. Le Cameroun produit environ 20 000 tonnes de café par an, mais seulement 10% est vendu sur le marché local. Sa production n'a cessé de baisser depuis des décennies, en partie à cause de la faiblesse des investissements et des mauvaises pratiques agricoles qui ont affecté les prix du café. Je fais dans le café du Cameroun et le café importé, mais la majorité de mes clients préfèrent plutôt le café importé parce que c'est un peu moins cher par rapport au café du Cameroun. Sauf ceux qui ont peu de moyens qui peuvent consommer le café du Cameroun. Nsangou fait partie de la population croissante de jeunes Camerounais qui réclament un changement par rapport aux 36 ans de pouvoir du président Paul Biya. Pour ce marchand de café, le pays mérite du sang neuf, un nouveau président qui revitaliserait l'économie. Moi, je voterai pour mon père Gaga Aman parce que je vois qu'avec lui, beaucoup de choses vont changer. Telles que la santé, l'école et les routes. Parce que là, on n'a pas de routes au Cameroun. Les écoles, il n'y en a pas. La santé, quand tu pars à l'hôpital, c'est difficile de soigner facilement pour nous les pauvres. 9 candidats, dont le président Paul Biya, participeront au scrutin d'octobre. Toutefois, le FMI a averti que l'économie camerounaise est confrontée à des risques considérables, y compris la détérioration de la sécurité dans les régions anglophones. Voilà le Cameroun où la campagne électorale pour cette présidentielle a donc commencé ce week-end, samedi dernier donc. Le Premier ministre maltais a annoncé ce mardi que son pays a autorisé le débarquement sur son territoire des 58 migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire Aquarius. Ils seront immédiatement répartis dans d'autres pays, a-t-il précisé. Cette décision des autorités maltaises intervient après le refus de la France d'autoriser à titre exceptionnel l'Aquarius à accoster dans le port de Marseille. Et c'est Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, qui a donné la position du gouvernement. Une attitude jugée irresponsable par la gauche française. Par sa taille, par sa stabilité et par ses caractéristiques techniques, de rester en mer toute l'année. Autre actualité, ici à Washington, la Maison-Blanche s'est dite ouverte à ce qu'une deuxième accusatrice du juge Brett Kavanaugh soit entendue par la commission judiciaire du Sénat jeudi, en même temps que la première femme à avoir accusé d'agression sexuelle le candidat de Donald Trump à la Cour suprême. Des accusations rejetées en bloc par le magistrat conservateur de 53 ans qui a martelé dans une interview confession avec la chaîne Fox News n'avoir jamais commis d'agression sexuelle. Perfect. I know that. None of us is perfect. I'm not perfect, but I've never done anything like this. Did you question him? And vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Le tourisme, une industrie porteuse que le Malawi veut relancer. Nous verrons comment dans ce journal. Nous parlerons également d'une romancière béninoise. Elle n'a que 17 ans et vient de publier son premier ouvrage, Un pari dangereux. Et en sport, le judo, c'est aussi une affaire de femmes au Soudan. Nous les verrons à l'œuvre sur le tatami. Le tourisme, une industrie à revitaliser. En tout cas, c'est l'option du Malawi qui a décidé de s'investir dans le développement de son tourisme avec plusieurs attractions, notamment les parcs nationaux, les réserves de chasse et les montagnes. Pour cela, le gouvernement a mis au point un plan stratégique visant à attirer plus de touristes dans le pays. Lamek Messina s'est rendu sur place. Le récit est de Blanche Sano. Dans les rues de Blantyre, la capitale touristique et commerciale du Malawi, un carnaval bat son plein au bonheur des habitants et des touristes. Cet événement entre dans le cadre des activités de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre prochain. Les opérateurs touristiques ont ouvert des pavillons pour présenter leurs produits et services. Nous ne pouvons pas informer un touriste étranger au sujet du Malawi si nous-mêmes ne savons pas ce que le Malawi a à offrir en la matière. Nous souhaitons donc promouvoir le tourisme local et par conséquent améliorer également le tourisme étranger. Selon un rapport du Forum économique mondial sur les voyages et le tourisme, le Malawi se classe parmi les pires pays au monde. Le tourisme y est sérieusement entravé par la médiocrité des infrastructures de transport aérien. Mais les autorités affirment qu'elles travaillent sur un nouveau plan stratégique pour remédier à ce problème. Il est clair que l'aéroport international Kamuzu a besoin d'attention. Heureusement, le gouvernement est en train de procéder à son extension. Pour promouvoir le tourisme, le gouvernement soutient l'association caritative pour le bien-être des animaux African Park. Cet organisme lutte pour la protection des animaux comme les éléphants, les guépards et les lions dans divers parcs nationaux du pays. En plus, les autorités ont répondu aux appels des opérateurs touristiques concernant les visas touristiques. Les frais de visa seront ramenés de 75 à 50 $, ce qui correspond à ce que nos collègues zambiens, zimbabwéens et tanzaniens facturent, de sorte que nous puissions uniformiser les règles du jeu. Des mesures dont se félicitent la plupart des opérateurs touristiques. Cela montre que le gouvernement est engagé. Les touristes et toutes les parties prenantes de l'industrie sont satisfaits à l'idée que nous aurons un plus grand nombre de touristes. Selon les autorités gouvernementales, ces initiatives pourraient stimuler le PIB du Malawi de 7,7% cette année. Le Malawi, un pays que Yacouba et moi visiterons bien sûr avec plaisir. Yacouba nous a rejoints pour parler de sport. Et apparemment au Gabon, Yacouba, on aura finalement un seul entraîneur à l'équipe, à la tête de l'équipe nationale. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, et c'est Daniel Cousin qui est finalement le seul sélectionneur du Gabon. L'ancien international gabonais a été promu coach des Panthères suite au désistement de Pierre-François Aubameyang, père de la star d'Arsenal Pierre-Emerick. L'ex-joueur du RC Lens aurait dû partager la gestion de l'équipe nationale avec Pierre-François Aubameyang, selon le souhait de la Fédération gabonaise de football. On se rappelle, vendredi dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a démenti l'information selon laquelle son père, pourtant malade, prendrait les rênes des Panthères. Le joueur d'Arsenal a notamment dénoncé l'amateurisme de la fédération qui avait annoncé sa décision sans entendre la réponse d'Aubameyang père. Du basket à présent et un coup d'œil sur la Coupe du monde féminine FIBA 2018. Le suspense continue pour l'Afrique. Battu pour son dernier match de groupe 66-75 par la Chine, le Sénégal a encore une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Les filles de Cher Sall terminent troisième du groupe D. Après une seule victoire en 3 matchs, les Lions disputeront un match de barrage ce mercredi demain donc contre le Japon pour espérer accrocher une place en quart. Du tennis
et coup de tonnerre. La numéro 1 mondiale Simona Halep a été éliminée dès son entrée en lice au tournoi de Wuhan en Chine aujourd'hui même. Elle a été battue par la Slovaque Dominika Cibulková, 31e mondiale, 6-0, 7-5. La Roumaine qui restait sur une élimination surprise au premier tour de l'US Open. Après un été superbe, a semblé être atteinte physiquement, surtout lors de la première manche où elle a été pratiquement inexistante. Elle a d'ailleurs fait appel aux médecins à plusieurs reprises. Nous restons avec les femmes et le sport et faisons tour à présent, un petit tour sur les tatamis du Soudan, précisément à Khartoum où s'est tenu le championnat national de judo. La particularité cette année, c'est la participation des hommes et des femmes sans distinction de sexe, une première dans ce pays. Suivez plutôt. Ce n'est pas simplement une affiche. Des hommes et des femmes combattant côte à côte dans une même salle de judo sur un même tatami. Ce qui était inimaginable depuis des années est désormais une réalité au Soudan. À la manœuvre, côté femmes, la coach allemande Bianca Peters, fière de ce moment historique. À ma connaissance, c'est la première compétition soudanaise de judo des dernières décennies. Comme vous voyez, des femmes et des hommes luttent ici, côte à côte, pas les uns contre les autres, mais au moins sur le même tatami. Je pense qu'il s'agit d'un grand aboutissement pour les jeunes femmes et hommes qui ont durement lutté pour cette fin ces dernières années. Pour ce premier championnat national de judo, les combattantes soudanaises sont aussi nombreuses que les motifs qui les ont menées à ce sport, jadis réservé aux hommes dans leur pays. Nous avons eu des femmes divorcées ou victimes de violences domestiques, des filles victimes de crimes, mais aussi des curieuses qui veulent juste se mettre en forme. Nous avons beaucoup de filles qui ont perdu du poids depuis qu'elles ont commencé les entraînements. Il y a donc du tout, des curieuses et des femmes profondément désireuses de bâtir leur capital confiance en soi et de pouvoir se défendre. Certes, ce n'est pas encore le top niveau dans les combats, mais les spectateurs ne se sont pas du tout ennuyés. Ils auront surtout compris que les femmes soudanaises pratiquent aussi bien le judo que les hommes. Nous faisons face à d'énormes défis. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas que nous sommes au XXIe siècle et qu'une femme a le droit de pratiquer le sport de son choix et de jouir de sa liberté. Notre société n'a pas cette culture. Des regards étranges vous suivent lorsque vous pratiquez un sport dit d'homme. Tout comme Islam Hassan, ces femmes judokas savourent leur moment sur le tatami, tout en sachant qu'elles devront continuer à lutter pour se faire accepter dans les autres disciplines sportives. Courage donc, mesdames, et à vous, on se dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo et à demain. Allons au Bénin pour vivre cette histoire formidable de Mélissa Ouinsou, une jeune femme. Elle obtient son baccalauréat à 15 ans, férue de lecture et d'écriture, passionnée du 7e art. Elle vient de publier à 17 ans son premier roman, Un pari dangereux. C'est bien le titre de cet ouvrage. Xavier Fakbohoum nous en dit plus. 17 ans et déjà romancière, Mélissa Delali Ouinsou est la nouvelle révélation de la littérature béninoise. Sa première parution, Un pari dangereux, a été un pari gagnant. Je suis écrivaine depuis mon bas âge, depuis la classe de C1. J'écris parce que c'est ce que j'aime et j'ai commencé par écrire parce que les mots me permettaient de mettre sur du papier ce que je ressentais. Par rapport à mon roman Un pari dangereux, je l'ai écrit un peu sur un coup de tête. Mais j'aime bien dénoncer les problèmes psychologiques, j'aime bien dénoncer les coups bas de la vie. Donc c'est parti tout seul. Les chapitres sont venus au fur et à mesure que j'écrivais. C'est une romance sulfureuse avec des personnages au charme parfois discrets, mais au charme parfois un peu plus tempéré. Paru le 1er juillet aux éditions Jet d'encre, Un pari dangereux est l'histoire de Catherine, 25 ans. Violée à 16 ans, elle développe une rancœur pour la gente masculine. Un roman de 282 pages qui a séduit les lecteurs. La plume de Mélissa est une plume en maturation. Parce qu'elle s'inspire de tout ce qu'elle voit. Elle ne reste pas juste calquée sur ses réalités, mais elle découvre. Donc tous les lecteurs peuvent se découvrir en elle et en sa plume. Ce qui m'a captivé dans le livre, c'est comment Mélissa décrit les endroits. Des fois, on a l'impression qu'elle a vraiment été là-bas. Sa manière de décrire est originale. Mettre en valeur ce qui est caché, ce qu'on ne peut pas comprendre dès le début et le montrer d'une autre manière.
Après un pari dangereux, Mélissa s'intéresse maintenant à la science-fiction et au drame avec ses histoires La planète aux yeux verts, déjà achevée, et Tentation en édition, encore en cours de rédaction. Comme toute adolescente, elle a un rêve et des ambitions. L'écriture, c'est une thérapie pour moi. Quand je n'écris pas souvent, je suis stressée. Donc j'aimerais toujours continuer par écrire. Mais également, j'aime bien l'univers du cinéma. Donc j'aimerais écrire des scénarios. J'aimerais également être psychologue, comme je l'ai dit, parce que la santé mentale est très importante pour moi. Le rêve d'écrivain de Mélissa Rouensou est de pouvoir impacter par ses mots, car pour elle, lire n'est pas seulement ludique, mais aussi didactique. Comme quoi, aux âmes bien nées, le talent n'attend point le nombre d'années. Bravo à la petite Mélissa. Une nouvelle dont tout le monde en parle en Arabie Saoudite, où la journaliste Weham Al-Dakhil défrait la chronique. Elle est devenue la première femme à présenter le principal journal d'information sur la chaîne de télévision publique du pays. La jeune dame a captivé son audience et a reçu des éloges sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Twitter complimentant son travail et soulignant que son apparition marquait une étape importante dans un royaume profondément conservateur. 50 millions de dollars, beaucoup d'argent, c'est en tout cas ce qu'il vous faudra débourser pour posséder cette bague en diamant rose vif de près de 19 carats. Il s'agit du plus gros diamant du genre à être vendu dans l'histoire de la maison Christie's, qu'il a annoncé ce mardi. Le diamant est exposé à Londres cette semaine avant sa mise aux enchères le 13 novembre prochain à Genève, en Suisse. Voilà, quel joli diamant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.